Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui ne vous étonnera pas, surtout si vous êtes des habitués, en vous disant qu'il a comme un petit faible, léger, une amourette, 3 fois rien, un petit coup de cœur pour un jeune homme baptisé John McTiernan, et que parmi ses réalisations, il se trouve qu'on aime tout particulièrement un petit film de 1987 baptisé Predator. Aussi, c'est avec un poil d'inquiétude que nous avons accueilli la nouvelle de la mise en chantier d'un nouveau film tiré de cet univers, puisque les suites déjà proposées par le passé n'avaient pas franchement été des moments de joie pure. Mais un élément au moins nous a par avance rassuré, la présence au scénario et derrière la caméra de Shane Black, un autre de nos petits chouchous. La crainte et l'espoir, lequel de ces deux sentiments était le bon? La réponse tout de suite avec le trio de chasseurs intergalactiques de la critique réunis ici à l'antenne Paris, avec qui on remontera par ailleurs tout le fil de l'histoire de Predator. Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Thomas. Rafik Djoumi, salut Rafik. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est Nos Ciné, épisode 155 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. The Predator, puisqu'on va commencer directement par ce nouveau film, The Predator, donc qui nous raconte le retour des terribles chasseurs sur notre belle planète, retour qui va pousser un groupe d'ex-soldats et une scientifique incarnée par Olivia Munn à s'allier pour tenter de vaincre la bestiole qui n'est pas venue toute seule. Predators. It exploits weakness, tracks its prey, like a game. Seems to enjoy it. That's not a predator, that's a sports hunter. Well, we took a vote. Predator's cooler, right? Fuck yeah. Derrière la caméra, on l'a dit, c'est Shane Black qui co-signe le script avec Fred Dekker, et au casting, outre Olivia Munn, on trouve Boyd Holbrook, Thomas Jane, Keegan-Michael Key, Evan Stravosky et même Jake Busey, le fiston de Crazy Gary Busey qu'on avait vu dans Predator 2 déjà à l'époque, un grand moment de cinéma. Votre avis sur ce nouveau Predator, les amis? Tiens Arnaud, ça faisait longtemps. Arnaud Bordas, c'était sympa quand même, Predator 2. Oui, c'est vrai, oui, ouais, ça allait. C'était autre chose que ce qui a suivi, quoi. Que Alien vs Predator, effectivement. Ouais. Par exemple, ton avis? Écoute, moi j'ai plutôt aimé, sachant que pour moi le Iron Man 3 avait été une grosse déception, quoi. C'est-à-dire même s'il y avait une... Du même Shane Black, donc? Ouais, bah, du même Shane Black, effectivement. S'il y avait une petite touche de Shane Black dedans, quoi, ça ressemblait quand même plus à un Marvel et un Iron Man, quoi. Donc c'était assez décevant. Et puis en fait, comme c'est un auteur, Shane Black, moi quand j'ai vu l'annonce du projet The Predator, je me dis mais qu'est-ce qu'il va faire encore, quoi. Surtout après avoir fait un film comme Nice Guys qui est formidable, quoi. Moi, c'est une de mes grosses claques de ces dernières années, quoi. Et donc je me disais mais en fait qu'est-ce qu'il fait à aller faire des franchises comme ça de studio, quoi. C'est pas son truc et tout. Et je dois dire qu'il a davantage réussi le mélange. Après peut-être que la Fox, en tout cas sur le départ du projet, était peut-être un peu moins interventionniste, et puis surtout qu'il n'avait pas une charte lourde à respecter comme celle de Marvel, quoi. Bref, moi je trouve qu'il s'en sort plutôt pas trop mal, parce que ça reste quand même, et c'est ça qui m'a fait plaisir quand même, c'est que contrairement à Iron Man 3, ça reste un vrai film de Shane Black, quoi. C'est-à-dire on reconnaît sa patte vraiment, d'une part dans la manière qu'il a de gérer les personnages, l'humour qu'il y met, les arcs narratifs, des différents personnages qui sont tous à peu près satisfaisants, quoi. Voilà, on reconnaît sa patte, on reconnaît son ton, mais en plus je trouve qu'il a pas pris trop à la légère. Il y a des trucs qui me plaisent pas trop, mais il a pas trop pris à la légère la mythologie de la saga, quoi, de Predator. Il a essayé, il a tenté de faire des choses, quoi. Notamment avec l'Uber Predator, là c'est pas un spoiler, hein, tout le monde l'a vu dans la bande-annonce, mais c'est pas moi j'avais un petit peu peur aussi que ça soit un truc qui déboule à la fin et que tout le monde se dise un Predator encore plus gros, quoi. Et en fait pas du tout, ça arrive beaucoup plus tôt dans l'intrigue, il amène la chose, il la développe par la suite, quoi. C'est pas un truc Après, il y a des trucs un peu plus poussifs comme les chiens Predator, même s'il a tenté de faire des choses avec là aussi. Enfin voilà, moi je trouve que qu'il y ait des choses ratées dedans, c'est au moins il y a des choses réussies. Et puis dans les choses ratées, c'est au moins des trucs où il a tenté quelque chose, quoi. Oui. Finalement, ça se voit pas trop
dans les blockbusters actuels et surtout les blockbusters de franchise comme ça, quoi. Et puis surtout, ça se voyait pas du tout dans les Predators qui ont précédé, quoi. Je parle des deux Alien versus Predator et du Predators qui était une sorte de faux remake complètement pourri, le produit par Rodriguez. Donc voilà, quoi. C'est au moins quelque chose qui essaie de renouveler vraiment l'univers de la franchise, qui essaie de faire des choses. Donc en soi, et tout en préservant son identité, l'identité de son auteur. Il y a quasiment plus des films comme ça. Ça n'existe quasiment plus, les films hollywoodiens comme ça, hein, dans les blockbusters franchises. Il n'y a plus de réalisateurs, il n'y a plus d'auteurs, quoi. Donc voilà. Rafik ? Alors, moi, j'ai vu le film avec l'ami Yannick Daron. Oui. Et il a dit un truc qui pour moi, résumait vraiment idéalement le projet. En plein milieu du film, il s'est écrit « Putain, mais c'est l'agence Tourisque ». Et vraiment, je bondis là-dessus parce que je pense qu'il a mis le doigt là-dessus. Le film voudrait se construire autour de ce groupe de soldats complètement fracassés, parce qu'au départ, on les évacue d'un hôpital psychiatrique pour les emmener ailleurs, et c'est là où, en gros, ils vont rencontrer le Predator. L'un d'entre eux l'ayant déjà rencontré par le... Voilà, et la dynamique du groupe, effectivement, très vite, commence à ressembler à une bande de crazy fuck qui sont prêts à n'importe quoi et qui sont, entre guillemets, le pire ennemi que les Predators pouvaient avoir sur leur chemin. Donc, de ce côté-là, le film est assez plaisant. Pour moi, il vaut l'adaptation filmique de Joe Carnahan de The A-Team qui était sorti il y a quelques années. C'est-à-dire, c'est marrant, je me suis marré, hein. Je me suis pas ennuyé pendant le film, mais j'en ai rien à secouer. C'est-à-dire que le ton qui a été choisi par Shane Black, qui est un ton à la Shane Black, c'est-à-dire avec énormément de distance, d'ironie, de la punchline en veux-tu, en voilà, ça te permet pas de construire grand-chose. Il avait l'intention au départ, quand il s'est lancé dans le projet, de faire un film événementiel par rapport à la franchise. Il avait quand même cité Rencontre du troisième type, hein, comme modèle, non pas comme modèle narratif, mais comme modèle de film événement. Par rapport à ça, on en est quand même assez loin. Mais surtout, par rapport à une franchise qui a été épuisée par tous les excès de la Fox ces dernières années, il cherche même pas vraiment à la revigorer. Je trouve là ce Uber Predator, il en fait pratiquement pas grand-chose. Enfin, moi j'avais plus l'impression d'être dans un épisode de Futurama quand il apparaissait qu'autre chose. Les chiens Predator, pareil, ça m'a fait sourire comme m'avait fait sourire le caniche géant du Hulk de Ang Lee, quoi. C'est pas déplaisant, mais... Ouais, mais Raph, par exemple, le caniche géant de Hulk, là, tu vois, il apparaît, c'est tout, basta. Moi, j'aime pas trop ce qu'il fait avec les chiens Predator, puis j'aime pas trop l'idée non plus. Mais on peut le dire. Ils font les chiens, on leur jette un bâton, ils vont le chercher. Ouais, d'accord, mais tu peux pas dire qu'il essaie pas de tenter un truc. Et le chien survivant là, qui suit Olivia Munn, il essaie de construire un truc sur la longueur avec ça, quoi, tu vois. Donc c'est pas non plus juste une idée comme ça bazardée à l'écran. Mais quelque chose qui reste de l'ordre de la blague. Là où si on revient au film original, il y avait de la punchline, il y avait de la blague, et très vite elle laissait, lorsqu'on était face au danger, il y avait une chape de plomb qui s'abattait sur les personnages. C'est pas le cas. Quand ils rencontrent la première fois qu'ils sont mis en face du Super Predator, il se passe même pas 1 minute 30 avant qu'ils commencent à sortir des vannes à son sujet. Moi, je pense le truc avec ce film, c'est que déjà en premier lieu, il faut quand même préciser que c'est un film qui porte ses blessures de guerre dessus, en fait. C'est-à-dire que c'est super évident de se concentrer sur les défauts du film parce qu'il y en a plein et que, en gros, si tu veux, tu passes très très rapidement à côté des qualités. Ensuite, il y a 2 façons d'aborder le film pour moi. C'est-à-dire soit tu l'abordes comme un film de Shane Black, soit tu l'abordes comme un film de Predator. Tu vois. La question se posait pas à l'époque du McTiernan. C'est-à-dire que justement à l'époque du McTiernan, on allait voir un film de Schwarzenegger et d'un seul coup, c'était subverti par le fait qu'il y avait un Predator et McTiernan lui-même arrivait à subvertir ça en te montrant en fait les mecs les plus couillus, les plus badass du monde, etc., etc. Et en fait en les faisant vriller en cours de route. C'est-à-dire que même ces mecs-là, le Predator leur fait peur. Et d'un seul coup, tu croyais totalement que d'un seul coup, tu dis, mais en fait, Schwarzenegger, c'est devenu un bon acteur, en fait. C'est devenu un bon acteur parce que d'un seul coup, tu croyais à la trouille qu'il avait. Là, ça, c'était un truc où tu pouvais surprendre les gens à l'époque. Aujourd'hui, tu peux plus vraiment les surprendre dans cette logique-là, je pense. Et je pense que ça dépend, en fait, comment t'abordes ce film-là. Si t'abordes le film en allant voir un Predator, moi, je pense que c'est un film qui est raté.
Si t'abordes le film en allant voir un film de Shane Black, c'est un film qui est raté parce qu'il y a des problèmes, mais c'est aussi un film qui réussit quand tu le recadres à l'aune de la carrière de Shane Black. Donc c'est pour ça que moi je suis pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en tout cas peut-être que moi je vois mon plaisir là-dedans, là où il est, c'est-à-dire dans le fait de retrouver Shane Black. Effectivement peut-être un peu plus que dans Iron Man 3, même si moi il y a des trucs que j'aime bien dans Iron Man 3. Mais le truc en fait c'est que ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que c'est deux films qui se connectent pas en fait entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, le Predator, c'est une menace dans ce film-là, mais ça pourrait être un autre monstre finalement à la fin. C'est pas ça qui est important. Et moi, je trouve que tout ce qui fait en fait autour du Predator, à part le Uber Predator justement, ça marche pas trop en fait. C'est-à-dire que quand tu regardes le film de McTiernan, il y a une façon de filmer la créature qui est quand même très spécifique. Déjà, ils ont eu énormément de problèmes, c'était pas la bonne créature au début, etc. Ils avaient Jean-Claude Van Damme, ils ont dû changer. Et ils ont dû repenser tout ça. Et en fait, t'as ce truc où moi j'ai interviewé Shane Black cette année, je lui en ai parlé en fait avant de voir le film, et je lui dis comment on filme le Predator, parce que fondamentalement c'est un hyper casse-gueule comme monstre, même s'il a un côté humanoïde, c'est hyper casse-gueule et il peut être très très vite ridicule. Et lui il disait en fait si on le filme comme un guépard. C'est-à-dire, en gros, un guépard, à chaque fois qu'on lève la tête, il est pas en train de se gratter une couille sur un arbre, il est en train d'être à l'affût, attendre. Le problème, c'est qu'il y a des scènes où t'as l'impression que le Predator se gratte une couille, dans le film, tu vois, parce que justement, les tout premiers plans du film. Mais il a le droit. Non, mais le tout premier plan du film, c'est le Predator qui est derrière son vaisseau comme ça, et là, on tombe littéralement dans les travers d'AVP, comment ça s'appelle, de Predator, ce genre de conneries, quoi. Et justement, le truc des chiens. Et les vannes à l'encontre, encore une fois, de la créature. Enfin, moi, je trouve pas. En fait, justement, je trouve pas, c'est-à-dire que le film, quand le film commence, par exemple, Whoopi Goldberg quand même, donc parce qu'il y a des dreadlocks, mais le truc, si tu veux, c'est que en fait t'as un premier un premier truc avec la créature où tu la vois derrière son vaisseau, tu te dis ok, là je me suis dit ok, c'est chaud. Et juste après, en fait, t'as une façon de représenter le personnage aux yeux du public, mais aussi à travers le personnage principal, Boyd Holbrook, là, où en fait le Predator vient de faire un massacre. Et t'as en fait un des personnages en fait qui est éventré comme dans le McTiernan, c'est-à-dire accroché par les pieds, et le sang coule. Et en fait le sang coule sur le visage du Predator qui se révèle pour la première fois, qui était invisible en fait, et qui se révèle avec un masque de sang. C'est une idée hyper tribale, hyper forte, hyper visuelle, très comic book. Voilà, et qui très pulp, quoi, toi, qui rentre super bien. Donc t'as plein de moments en fait où le film il souffle le chaud et le froid entre ces trucs-là. Et je trouve justement qu'on fait pas tant de blagues que ça sur le Uber Predator. Le Uber Predator, il est super vénère. À défaut en fait d'être cette créature féline dans le McTiernan qui essaye de communiquer intelligemment avec Schwarzenegger, etc., qui en trouve un adversaire à sa taille, au moins en fait c'est un putain de sauvage, quoi. Je veux dire, il défonce tout le monde, et le film est hyper gore, hyper graphique et inventif. Pas comme justement dans Predators où les mecs en fait ils se sont dit alors ce qui serait cool dans Predators, c'est que tout ce qu'on n'a pas vu dans Predator on le met dans Predators. Donc le combat qu'on voit pas entre le Predator et comment il s'appelait Sonny Landam, en fait ils te le refont, tu vois. Et ça serait cool si on le voyait. Non, si ça y est pas, c'est parce qu'en fait il y a une raison, tu vois. Donc c'est tous ces trucs là. Shane Black il s'est posé quand même ces questions là par rapport à ça. Après, pour moi ce qui fonctionne pas dans le film, c'est tous ces moments où en fait ils essayent de te créer un espèce de plot où pourquoi les deux Predators se foutent sur la gueule, pourquoi ils se chassent entre eux, et en fait ils essayent de te l'expliquer. T'as envie de dire on s'en fout. Pourquoi ils sont sous-titrés ? Ouais, pourquoi c'est sous-titré, pourquoi ils utilisent une machine pour communiquer, alors que justement en fait dans le McTiernan et même dans le Stephen Hopkins en fait t'as le personnage du Predator essaye d'apprendre le langage pour voilà. Je précise sous-titré en lettrage Predator remplacé par du lettrage anglais, quoi. Enfin non mais ça ne marche pas. On est d'accord, tu vois. C'est du sous-méta de méta je sais même pas comment par quel j'ai même pas ça, j'ai l'impression qu'ils sont pas en fait j'ai l'impression que c'est les limites en fait de réalisateurs mais en fait voilà, ça c'est un autre problème. Si tu demandes à Shane Black d'être McTiernan, il fallait le demander à Stephen Hopkins dans ce cas. Il fallait le demander à Paul Anderson. Et le problème en fait de ce film-là, c'est que c'est ce que je dis. Moi, je vois beaucoup de gens qui disent c'est une marvelerie, ce qui est pas vrai. Tu vois, enfin, je veux dire, moi, là, je suis pas d'accord avec Rafik. C'est-à-dire que oui, il y a une ou deux vraies blagues sur le Predator où effectivement, tu te dis bon. Quand c'est une punchline, c'est pas très grave. Quand c'est le moment là où il tend le doigt, le bras coupé, où il fait une blague, vous verrez dans le film, je vais pas spoiler ça, tu vois. Mais en fait, il y a un truc comme ça, là où effectivement, je me disais, tiens, c'est quoi, c'est un gag visuel, tu vois. Ça, c'est un peu bizarre. Mais indépendamment de celui-là... ils sont drôles. Contrairement au Marvel, ils sont un minimum drôles, les gags. Mais moi, le film me fait rire. Mais par contre, qui est maintenue tout. Il y a une distance qui est liée à Shane Black, mais après qui est liée à Shane Black, bien sûr. Mais ce que je veux dire, en fait, si tu veux, c'est que c'est en fait, à distance pour distance, si tu veux, celle de Predator
Predators, par exemple, si tu veux, elle me gêne beaucoup plus parce que on se retrouve dans un truc où justement les chiens prédateurs, il y en a des conneries comme ça dans celui-là. Bah en fait, il subvertit pas l'idée. En fait, il en transforme pas en autre chose. Le coup des chiens Predator où il en fait justement des chiens. Bah, je pense que ça vient d'un truc qui est très simple et qui est très personnel à Shane Black, c'est qu'il a beaucoup de chiens. Il adore ça. Et donc, du coup, en fait, je pense qu'il s'est amusé il s'est dit, il a regardé comment ces chiens fonctionnent avec lui et il s'est dit, je vais le foutre dans le film. Après tu peux te dire, ça sert à rien. Mais c'est fun, en fait, ça marche, quoi. Il y a un truc que tu disais là sur le monstre, sur le Predator lui-même, quoi. Il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, parce que c'est vrai que, au début, la scène d'ouverture, justement, il apparaît dans la jungle, tout ça, tout ce que tu disais avec le sang là, qui coule sur le visage, c'est très bien vu. Et en fait, après ça, il y a un moment qui est globalement assez ridicule et qui est assez long, quoi. Alors, je parle dans le traitement du Predator à l'écran. C'est-à-dire, il l'inscrit à l'intérieur d'un labo secret gouvernemental qui est totalement immaculé. Fait de murs blancs et de vitres transparentes. Et dans un contexte comme ça, c'est là où tu vois que c'est juste un mec en costume avec des rastas, quoi, avec des dreadlocks. Et si tu le filmes d'une certaine manière, en pied, comme ça, en train de sauter, c'est rapidement ridicule. En slip kangourou. Oui, sans parler de la mauvaise écriture. Le truc, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'on a tendance à oublier que le Predator, il a été pensé à la base pour un film qui se déroulait entièrement dans la jungle, et il a été pensé comme une créature qui se camouflait là-dedans, et donc qui était même, je parle pas que quand il est transparent, qui était raccord avec cet environnement-là. Et bon, ben voilà, et pour cause, c'est un film qui se passe dans la jungle, donc les production designers, les réalisateurs, les trucs comme ça, ils pensent à ces choses-là. Et le truc après, c'est qu'on a tenté de l'inclure dans plein d'univers différents, et que oui, effectivement, mais tous les monstres sont comme ça, ils dépendent d'un univers originel, quoi. Alien, c'est pareil. Si tu prends pas en compte ça et que tu essaies de faire n'importe quoi après avec, ça... sans parler d'un défaut d'écriture, ce qui est un peu moins excusable de la part de quelqu'un comme Shane Black, puisque toute cette partie là dont tu parles, Arnaud, elle nous est présentée via le personnage d'Olivia Munn, en fait, qui est une grande scientifique spécialiste en biologie, etc., et dont il fait un peu ce dont il a besoin en fonction des itérations narratives, et donc tout d'un coup, lorsque ça devient de l'action, elle se transforme soudain en une espèce de Lara Croft. Elle se retrouve avec un gun, à courir sur les toits, à faire des bonds, mais vraiment, j'ai trouvé ça très très étrange, cette demande de suspension d'incrédulité extrême de la part du spectateur chez quelqu'un comme Shane Black. Alors je sais que le film a eu beaucoup de reshoot, puisqu'ils tournaient encore en début d'année, a priori. Ils tournaient en juillet, là. Et encore en juillet, de ce que j'ai compris, donc le troisième acte a été entièrement refait. Là l'idée, ça se voit parce que le gamin tu vois qu'il a pris un an en fait, il a changé parce qu'il a vraiment à l'âge où ça change. On en parlera d'ailleurs du gamin, mais justement pour raccorder vainement avec l'original, c'est-à-dire nous ramener dans la jungle. Idem avec cette histoire de labo où ils ont rajouté un peu en dernière minute des éléments du 2 et de Alien vs Predator. C'était pas au dernier moment, ils étaient là, c'était depuis le début. Ça. Moi, j'ai lu que ça avait été. Non, parce que Jack Buzet, c'est le fils de Gary Buzet dans le film aussi. Mais c'est pareil. Enfin, le truc, c'est que t'as une queue d'alien à un moment donné. Mais parce qu'ils essayent. En fait, disons que contrairement à, par exemple, le Halloween qui va sortir, où les mecs ils font table rase de tous les Halloween qui sont sortis après le premier film de Carpenter. Là, il essaye de raccorder avec les trucs. Le seul qui ne met pas dedans, c'est le Predator, si j'ai bien compris, parce que dans la timeline, soi-disant, ça se passera après. Moi, j'ai envie de croire qu'il s'est dit bon, celui-là il est pourri, donc je vais vraiment pas le foutre, parce que c'est de la merde, les AVP, c'est vraiment de la merde, mais moi Predator, je trouve ça encore plus insultant, enfin limite plus insultant que Nimrod Antal de Rodriguez surtout, tu vois. Mais le truc c'est que voilà, et le problème de tout ça, c'est que moi développer la mythologie du Predator, ça m'intéresse pas. Ce que les mecs ont fait dans Predator 2, c'était déjà pour moi la limite de la limite, et en plus le personnage justement de Gary Buzet, ça devait être celui de Schwarzenegger. Ça devait être le retour de Dutch, et en fait, les Schwarzenegger fait, j'en ai rien à foutre, je fais passer de suite, et puis voilà, tu vois, donc du coup, ils ont changé le truc, tu vois. Donc c'est brinque-ballant, voilà, enfin, faut reconnaître un truc aussi, le premier Predator, c'était pas un grand scénar non plus, dans l'absolu, c'est vraiment une approche, c'est-à-dire qu'en fait, en enlevant tout ce qui pouvait vraiment être ridicule au fur et à mesure, que McTiernan en a fait une grande œuvre abstraite, d'action abstraite, tu vois, c'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire, il s'est dit, comment est-ce que je peux subvertir des personnages à la Schwarzenegger qui, moi, ne m'intéressent pas plus que ça, tu vois, le personnage de Commando, on va dire, tu vois, comment je vais faire pour en faire des vrais personnages de film, en fait, de cinéma, quoi. Et du coup, il s'est posé la question sous cet angle-là, et toute la scène, justement, où ils sont en train de défourailler la forêt, c'était un truc où c'était une demande d'exécutif, tu vois, où les mecs lui ont dit, il nous faut des scènes de gun, il faut du gun porn, etc., etc., et en fait, McTiernan était emmerdé, il disait, ça sert à rien.
Et donc, en fait, à partir du moment où il s'est posé cette question-là, il s'est dit, je vais faire en sorte que ça sert à rien. Que ça sert vraiment à rien. Dans le film, quoi. Et d'un seul coup, tout le monde se rappelle de cette scène-là. Bien sûr. Le problème d'un film comme le film de Shane Black, c'est qu'il arrive après tout ça. Lui, il essaye de prendre tout ça en compte. Il essaye de pas se mettre à dos les fans de la franchise. Je ne sais pas, tu vois, s'il en reste vraiment tant que ça, quoi, à la fin. Tu vois. Je sais pas si on peut parler de franchise, vraiment. Pas au sens. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une tentative de faire terme. revenir à chaque fois le Predator, parce qu'en fait, la créature, elle a marqué. Et c'est une mais superbe créature. Du film de 87, c'est ce que je veux dire. Il y a des fans du film de 87. Et du 2, et de Predator 2, il y a des fans, tu vois, parce que le film, il est fondamentalement, il est hyper gore aussi, il est hyper années 80, il est hyper. Il y a un côté, on te met Scarface en même temps que Predator, tu vois. Pour resituer aussi, dans les années 90, les comic books ont aussi beaucoup fait pour installer cette créature dans la pop culture. Oui, et puis les jeux vidéo derrière. Ouais. Mais il y a eu, moi je trouve qu'on les sent en fait, les reshoots et les hésitations narratives. Parmi les comédiens, il y a carrément des coupes qu'on sent même. Les comédiens qui ont disparu du cast du film. Oui. Il y a eu l'histoire de Steve Wilder là, qui avait été condamné, outé. Il a condamné, il avait purgé sa peine. Bien sûr. Il a été outé, je crois, par Olivia Munn, qui a fait un scandale quand elle a découvert que le mec était Edward James Olmos aussi, qui joue un général, qui a complètement dégagé. Enfin, et ça se sent. Mais ça se sent d'autant plus qu'il y a une scène carrément dans la grange où d'un seul coup, en fait, le Predator attaque les mecs et puis tu comprends plus ce qui se passe. Ils arrivent à sortir, la meuf, elle se sauve elle-même. Enfin, tu vois, il y a une espèce de truc un peu bizarre où tu te dis, mais ils sont passés du coq à l'âne comme ça. C'est super spec. C'est un problème. C'est un film, mais c'est aussi le truc, c'est-à-dire que là, il y a une réception catastrophique autour du film. Moi, je te dis encore une fois, j'entends marvelerie, mais j'ai du mal en fait à associer ce terme à ce film-là pour une raison très simple en fait, c'est que c'est tellement pas un film dans l'air du temps. Moi, je trouve Predator à la base que contrairement au Marvel, que voilà. Et ensuite, moi, je voudrais juste préciser ce truc-là sur les problématiques d'écriture. Certes, il y a des problématiques d'écriture évidentes. Mais ce que je trouve assez étonnant, parce que c'est un film qui se fait attaquer en disant c'est pire qu'AVP Requiem ou des trucs comme ça. Et là, t'as envie de leur dire non, mais les mecs, je veux dire, vous vous en rappelez plus en fait d'AVP Requiem, c'était il y a 10 ans. Non, et puis vous l'avez jamais revu. Donc voilà. Mais les problématiques d'écriture. Il faut pas oublier que les gens ont tendance à juger un film à partir de sa fin et d'oublier ce qu'il a été durant le film. Nous, on se souvient peut-être des scènes d'introduction des personnages et ce genre de trucs-là qui nous ont plu. On va pas spoiler évidemment la fin du film, mais il est évident que la séquence finale et vraiment tout ce que tu dis là de marvelerie, etc. Elle est contenue dans cette scène finale. Mais ça c'est vraiment le War Machine d'Iron Man là. Mais le truc, il y a un autre problème aussi avec ce truc de Predator. Je pense que là, si tu le compares littéralement au McTiernan, c'est comment est-ce que tu fais plus fort que l'explosion nucléaire à la fin de Predator. Une fois que t'as buté le personnage comme ça. Comment tu fais pour le buter dans les autres films ? Je veux dire, moi j'aime bien Predator 2, je trouve ça très sympa, tu vois, très rigolo, très fun et tout, mais la scène de combat entre Danny Glover et le Predator, à la fin, j'y crois pas une seconde. Que le mec, il le plante avec son arme, j'y crois pas une seconde, ça marche pas. Je parle même pas des suites, tu vois, je parle même pas des autres, parce que pour moi, ça fait même pas partie, c'est même pas des films, quoi. Mais le truc, c'est que, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, quand on parle de marvelerie, quand on parle de trucs comme ça, c'est pas seulement qu'on excuse automatiquement, mais, enfin, voilà, si tu prends Avengers Infinity War, par exemple, les gens t'expliquent qu'il y a des personnages construits à partir du moment où les mecs ils se jettent une œillade. Oui. C'est-à-dire ils se regardent, disent ça va, et c'est réglé, tu vois. Et les mecs disent ça y est, putain, c'est bien traité cette relation entre les personnages parce que tout simplement il y a 15 films avant, tu vois. Donc dans leur tête ils se disent ça fonctionne. Sauf que si tu prends le film à part, non, c'est écrit par par le cul, quoi, tu vois, littéralement. Et là, Predator, je suis désolé, oui, il y a des problèmes d'écriture, oui, il y a des machins, mais il y a des personnages qui existent, il y a des personnages dont tu te rappelles. Je veux dire, les deux, justement, comment ils s'appellent, tu vois, moi, la simple idée... Non, mais la simple idée... Non, mais je me rappelle plus des noms des acteurs, parce qu'il y a Thomas Jane, mais voilà, c'est ça. Tu vois, t'as une vague notion comme quoi les mecs, ils sont plus ou moins, tu vois, ensemble. T'as ce genre de petits détails, en fait, si tu veux, de ce genre de petits trucs où tu te rappelles des persos, c'est jamais appuyé. Oui. Ce genre de truc où, en fait, chaque perso qui va mourir, il a une petite, comment dire, on lui rend un petit hommage à la fin, si tu veux, tout simplement, en fait. C'est aussi bête que ça. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même, effectivement, comme dit Rafik, s'il y a des problèmes de suspension d'incrédulité, même s'il y a des problèmes on te caviarde le film de reshoot, on te caviarde le truc, machin, etc., le truc qui intéresse
Shane Black, c'est ses personnages à lui. Limite même plus que le Predator à la fin. Et tu puis, vois. c'est parce qu'il faut parler quand même un petit peu de ce qui est réussi dans le film, quoi, de ce que Shane Black a réussi. T'as une manière de parler à travers les personnages qu'il développe, tout ce que tu viens de dire. Il y a une manière de faire une sorte de commentaire, et ça, il aime bien faire ce genre de choses, sur le héros d'action, tu vois, par rapport, parce qu'on est dans une franchise Predator, tu vois, et ça spoil pas ce que je dis, mais ce qu'il dit à la fin, il dit tous les gens de ce commando, là, les gars qui constituent le commando là, de taré, là, il dit c'est les gens que tout le monde va oublier en fait. Et là, il y a une scène assez touchante, quoi. J'en dis pas plus, mais ce sont les gens que tout le monde va oublier. Oui, parce qu'on est dans la franchise Predator et qu'à l'intérieur de cette franchise, lui, il a essayé de développer des vrais personnages, quoi. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça vachement touchant. Et d'autant plus qu'effectivement, chacun d'entre eux a une résolution. Je pense à Nebraska aussi là. Ouais, puis quand tu te dis c'est bourré de punchline, à un moment donné, il faut prendre des trucs. Le mec s'appelle Nebraska parce que c'est son surnom, et le mec dit pourquoi tu t'appelles Nebraska, c'est ton vrai nom. Le mec dit non, c'est quoi ton vrai nom? Et le mec il regarde, il fait Gaylord. Donc voilà, c'est bourré de trucs comme ça, et tu t'en rappelles à cause de ça. Tu t'en rappelles parce que tu te dis le mec il a honte. Tout ce qu'il y a autour de la manière c'est un ancien militaire, ce mec. La raison pour laquelle il a été foutu dans un quart de dingue la destination d'un asile, c'est pour une raison bien précise et qui va nous procurer une surprise à l'intérieur du film et nous faire déboucher sur une très belle résolution, quoi, qui sera raccordée avec tout ça. Enfin, voilà, moi, il a pas baissé les bras, je trouve. C'est-à-dire à l'intérieur de ça et à l'intérieur de tout le bordel qu'il y a eu, il a quand même tenté de développer des personnages et de faire quelque chose qui ressemble à un film, quoi. Qui de temps en temps donne l'impression de voir des extraits d'un film que tu n'as pas vu. Par rapport à ces deux personnages dont parlait Stéphane. Ça c'est pareil, c'est des reshoots, voilà, en fait. Le truc, leur finalité c'est des reshoots. Effectivement, en fait, à un moment donné, on a la sensation qu'il se passe quelque chose de profond entre deux, parce qu'il leur a fait une belle scène de résolution, oui. Mais t'as la scène de résolution, mais t'as pas vraiment la construction Ouais, enfin après, moi je suis désolé, mais le truc c'est que, alors pas toi, Raph en l'occurrence, mais tu vois, c'est ce truc que j'entends partout, les mecs qui disent le cinéma des années 80, les cinémas des années 80, c'était ça le cinéma des années 80, les mecs. Enfin, je veux dire, le truc c'est que moi, je suis désolé, mais et en tout cas le gros du cinéma des années 80, c'est que les films d'action, pour moi, j'avais pas besoin en fait de 15 épisodes, tu vois, à faire travailler le personnage à fond. J'avais besoin en fait qu'on me dise voilà c'est quoi le personnage, voilà à quoi il se confronte, voilà c'est quoi sa fêlure, voilà en quoi sa fêlure elle va lui servir ou pas lui servir vis-à-vis de ce qui se passe, et en fait lui donner une résolution émotionnellement chargée, tu vois. Dans Die Hard, tu vois, tout simplement, aussi aussi puissant le film soit-il, t'as 2 scènes en fait de dialogue entre lui et sa femme, 2 scènes, et à la fin il va la chercher, tu vois, et il y a plus de scène entre eux, plus du tout. Sauf que t'as compris les enjeux, et émotionnellement c'est très fort parce qu'il a une scène au milieu où il dit putain je vais pas revoir ma femme, donc le mec dit si tu vas revoir ta femme t'inquiète pas, et paf, tu vois, à un moment on en arrive à un stade où apparemment il faut développer, surdévelopper, et à la limite je parle pas de toi, je parle de se contredire, tu vois. Sauf que le problème, film, 3 phases. Sauf qu'à un moment donné, en fait tout simplement les gens qui demandent en fait du cinéma des années 80 aujourd'hui, mais putain c'était ça le cinéma des années 80, c'était des films à Shane Black avec des gros problèmes dedans aussi, et même et d'autres qui fonctionnaient très bien comme mais même un film comme Die Hard, t'as plein de moments problématiques dans le film, et pourtant le film tient. Non mais n'exagérons pas. Attention au blasphème quand même. Tout doux. Mais non, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, si tu veux, c'est des films que tu finis par accepter. Et un film comme Predator, le problème, encore une fois, moi je le compare. Enfin, la meilleure comparaison que je donne pour essayer d'expliquer aux gens quand ils me disent ça veut dire quoi les problèmes du film, c'est Spider-Man 3. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, oui, tu les vois, les défauts de Spider-Man 3, en gros, pendant que tu regardes le film, tu vois, mais en fait, c'est trop facile de se concentrer sur ces problèmes-là et de pas regarder les qualités, en fait, qu'il y a. Et je veux dire, il y a des scènes, alors je dis pas que c'est de ce niveau-là, tu vois, t'as des scènes comme la naissance du Sandman qui est incroyable, ce genre de truc, et les gens ont tendance à l'occulter juste pour dire c'est de la merde, tu vois. Et là, c'est pareil, t'as plein de superbes jolies scènes, tu vois, plein de petits moments, plein de petits trucs, et moi, c'est suffisant pour moi, en fait. C'est suffisant sur le moment. J'aurais préféré que ce soit un meilleur film. Est-ce que tu vas vraiment les garder en mémoire? Je vais le revoir, j'ai vraiment envie de le revoir, tu vois. On ira tous les deux, Stéphane, on ira tous les deux, c'est promis. Mais d'abord, on ira, Stéphane. Oui, je te regarde dans les yeux. C'est comme Thomas Jane. Comme Thomas Jane et Keegan-Michael Key. Effectivement. Avant de se quitter, messieurs, on ne déroge pas à la règle qui sied dans cette belle émission, dans cette institution même, avec les recommandations à destination de nos amis auditeurs. La demande express de Rafik Djoumi qui va donc prendre la parole en premier. Rafik. Oui, des recos. Je vais en faire
2. Une très courte qui est, je le mettrai à chaque fois qu'on parlera de Predator, qui est Aventure en Birmanie de Raoul Walsh avec Errol Flynn, qui est donc l'origine de tout simplement du pitch de Predator. Donc vous voyez ce film-là, c'est tout. La deuxième, pour parler d'un film avec des problèmes narratifs mais qui fonctionne réellement tout en ayant été écrit par Shane Black, je renverrai à Au revoir à jamais, The Long Kiss Goodnight, réalisé par notre ami Renny Harlin avec Gina Davis. Qui est un problème narratif à lui tout seul. Samuel Jackson, mais qui était un film avec des problèmes narratifs, mais qui globalement fonctionnait beaucoup mieux, était beaucoup mieux resserré, je trouve, que ce bien triste, un peu oubliable The Predator. Oh, très bien. Arnaud. Écoute, moi j'avais pas préparé de reco, mais Rafik m'en a soufflé une, parce que c'est vrai qu'Aventure en Birmanie est souvent citée. Tu peux pas refaire la même reco que Non, mais c'est vrai qu'Aventure en Birmanie est souvent citée, là, le Walsh, pour parler de Predator, mais et a raison. Mais moi j'ai toujours trouvé, il y a un petit western que j'adore, qui s'appelle Le Jardin du Diable d'Henry Hathaway, et qui est quasiment un décal, quoi. C'est-à-dire il y a même un éclaireur indien qui se sacrifie pour le groupe pour qu'il puisse continuer à partir. C'est des cowboys avec Gary Cooper et Richard Widmark. Et c'est des cow-boys qui sont assaillis par un ennemi invisible, ce sont des Indiens, mais assaillis par un ennemi invisible alors qu'ils traversent un territoire hostile, et toutes les figures sont reconduites. Je dis la scène du sacrifice de l'Indien, de l'éclaireur, la fin aussi, où le méchant, le héros se retrouve seul face à cette menace, tout ça. Enfin, il y a plein de points communs. C'est un très beau film, un peu oublié aujourd'hui, avec une très belle photo, tout ça. Enfin, comme Henry Hathaway savait les emballer, donc voilà. Avec une musique de Bernard Herrmann, c'est magnifique. Tout à fait. Gary Cooper, moi j'achète de toute façon. La photo, c'est Jack Cardiff, je crois, il me semble. Très très belle photo. Ouais. Magnifique. Stéphane. Moi je vais rester dedans là, parce que j'avais pas trop préparé non plus, mais il y a un documentaire que je montre assez souvent à des potes en fait qui aiment Predator mais qui n'ont pas forcément vu le documentaire en question. C'est le documentaire qui est sur le DVD, qui était sorti en 2002 à l'époque sur l'édition spéciale, qui s'appelle If it bleeds, we can kill it, tu vois. S'il peut saigner, on peut le tuer. Et en fait c'est un documentaire qui t'explique tous les problèmes que le film a pu avoir, et il y en a eu des problèmes sur Predator, c'est-à-dire notamment ce qu'on disait tout à l'heure, le premier costume, et moi c'est la première fois que je le voyais, tu vois, il est incroyable, quoi. Mais t'as pas que ça en fait, t'as aussi c'est une petite demi-heure si tu veux bien taper, avec des images d'archives et puis des interviews de 2002. Donc t'as McTiernan qui explique, t'as Shane Black qui explique, t'as Bill Duke, t'as les producteurs, etc., et t'as des moments absolument incroyables où en fait tu vois la compétition entre tous les gens sur le plateau, et alors c'est une compétition de grosses couilles, quoi, tu vois, c'est-à-dire qu'en gros c'est notamment entre Schwarzenegger et Jesse Ventura, qui joue Blaine, le mec qui tient le minigun là, et voilà, et t'as notamment ce truc où Schwarzenegger, là tu comprends comment il fonctionnait en termes de bodybuilding en fait à l'époque, il se fout de la gueule de Jesse Ventura sans que Jesse Ventura s'en rende compte lui-même, c'est-à-dire qu'en fait il savait que Jesse Ventura, par exemple, il y a ce moment où ils allaient comparer leurs bras, parce qu'il fallait que l'un ait les plus gros bras que l'autre, par exemple, et t'as Schwarzenegger qui ment, qui dit à la costumière, tu vas lui dire que mes bras sont plus petits que les siens. Comme ça, en fait, quand il va venir me défier devant tout le monde, en fait, il va se rendre compte que c'est faux. Et en fait, t'as tout un truc où c'est expliqué et monté. Et c'est génial parce que c'est vraiment ambiance vestiaire, grosse couille, super drôle. Mais c'est le film, il y a ça aussi dans Predator, quoi. Voilà. Donc t'as plein de moments comme ça. Et voilà, c'est sur le DVD de 2002. Je crois qu'ils l'ont remis sur le Blu-ray de 2010, mais il faut pas acheter ce Blu-ray parce que la copie, ils l'ont refaite en DNR. En DNR, c'est dégueulasse. Et là, ça ressort en 4K, donc, et la copie 4K est quand même assez puissante. Celle de Predator. Voilà. Premier conseil, déjà pour les fêtes, on prépare les cadeaux pour Noël. Exactement. C'est déjà pas mal. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et en attendant, on vous dit à très vite. Binge. Et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio. J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. On ferait mieux de rebrousser chemin, les gars. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. Des policiers français, on peut les acheter, pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.